Bienvenue en français, Christelle. Ahlan wa sahlan en arabe. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Une invitation lancée par Majalis al-Uns, portée par deux belles demoiselles, Al-Raïs et Hajar, et qui donne en arabe les corps apprivoisés. En français. Oui. Majalis al-Uns, c'est les corps apprivoisés. Ça me parle. Merci beaucoup. Et donc là, on va parler de choses et d'autres à bâton rompu. D'accord. Et on fera pas de synthèse, on tirera pas de conclusion. Ah, d'accord. Voilà, voilà. Et donc, j'ai appris par toi que tu as vécu aux États-Unis. C'est vrai, Alex. Alors, c'est quoi le lien entre les États-Unis, la France, la découverte de cette autre culture, de cette autre civilisation, même occidentale, elle est différente quand même. Oui, c'est très différent. Alors, tu quittes ta France natale, à quel âge? Alors, écoute, je vais déjà te remercier, de vous remercier vraiment de m'offrir ce moment de parole avec toi. De tout corps. Voilà. Et c'est quelque chose aussi parce que je le fais, parce que je suis avec toi. Hein, c'est une parole que j'offre, voilà, avec beaucoup de plaisir. Alors c'est quelque chose, tu vois, sur lequel je ne suis pas revenue souvent. Ce lien entre la France et les États-Unis, pourtant je l'ai entretenu longtemps. Je l'ai entretenu pendant 10-15 ans quand même, tu vois. La première fois où je suis partie aux États-Unis, c'est à l'âge de 20 ans. Oh non, en fait, tu vois, si tu me fais bien replonger dans mes souvenirs, c'est même antérieur. Mais je dirais la première fois où je pars seule. Je prends la décision de partir. Je la prends à 20 ans. Et je quitte la France, mais je quitte une douleur. Voilà. Et j'ai souvent eu l'impression que j'avais besoin de passer par une langue étrangère, par une culture étrangère, de me retrouver dans une forme d'exil et de trouver dans ce pays ou dans une autre langue une liberté que j'avais, que je ne pouvais pas avoir dans ma langue, dans mon pays, qui pour le coup est la France, mais où c'est trop douloureux de rester. Donc je pars, voilà. Je pars dans une autre culture, dans une autre langue. Et ça, c'est quand même étrange, parce que tu n'y es pas encore, mais tu sais ce que tu vas chercher. Oui. Et tu l'as trouvé. Et je le trouve, effectivement. Et c'est pour ça que j'ai entretenu ce lien longtemps avec les États-Unis. Je pense que ça aurait pu être ailleurs, sincèrement. C'est le hasard, mais c'est souvent comme ça. C'est-à-dire que à un moment donné, dans ma scolarité, on nous propose un échange avec les États-Unis. Donc, j'accueille chez moi une Américaine. Je vais chez elle et je garde ce lien avec elle. Et le jour où j'ai besoin de partir, je l'appelle et je suis accueillie dans sa famille. Voilà. Donc, ça facilite beaucoup les choses. Cette personne aurait été ailleurs, peut-être que j'aurais eu ce lien avec un autre pays. Christelle, comme tu es dans la littérature, oui, moi aussi, on va faire de la littérature à deux. D'accord. Est-ce que ça veut dire que sortir de son milieu habituel pour aller dans l'ailleurs, tu as dit que ça aurait pu être un autre pays, c'est une manière de se retrouver, de retrouver son statut d'être humain, parce qu'on découvre que la vie peut être autrement dans le nouveau pays que dans le pays qu'on a quitté. Alors, si tu veux, Khaled, c'est pas... alors, c'est quitter, mais ce n'est pas repartir à zéro, hein, bien sûr. Hein, c'est pas faire table rase. Oui. C'est effectivement, je pense que ce que tu dis, mais c'est assez étrange à expliquer, mais je pense que certaines personnes peuvent le partager. C'est-à-dire, c'est passer par un sentiment d'étrangeté. Oui. Je suis étrangère. Oui. Et dans ce sentiment d'être étrangère, je me sens chez moi. Oui. Je me sens chez moi à l'étranger.
Oui. Et c'est quelque chose que je garde toujours. C'est-à-dire que quand je vais quelque part, que je sois en Europe, dans un pays étranger, je me sens bien et je me sens chez moi. Eh ben écoute, voilà, je pense que ça c'est arrivé dans ce moment de jeunesse et c'est quelque chose dans lequel je me sens bien. Alors du coup, j'ai un petit peu perdu le fil de ta question. Non, mais ça fait rien, mais l'intérêt c'est que tu continues à parler parce que ça nous emmène aussi vers d'autres dimensions. Et donc te sentir chez toi, partout. Si je peux ajouter quelque chose, je pense que la distance... Et j'ai un ami exilé en France et qui parle d'airbag. Et j'aime bien l'image qu'il utilise, cet airbag. La distance de la langue, la distance géographique, la distance du temps peuvent être des airbags. Où effectivement tout ce qui est construit en soi d'un peu douloureux ou à un moment donné une expérience de la vie douloureuse qui fait que ça peut être d'arriver d'un pays en guerre ou de partir parce que chez soi c'est un peu la guerre mais une famille peut être un lieu de c'est là où il y a les conflits, de violence et ça peut être un endroit de violence et donc de trouver ce double, ce triple, ce quadruple airbag dont on a besoin et c'est ça que je retrouve quand je suis à l'étranger. Moi, je voudrais retrouver quelque chose que tu as dit, on ne repart pas à zéro. Non. C'est-à-dire, on a les éléments constitutifs de l'être humain que notre environnement nous a empêchés d'arranger d'une certaine manière. Oui. Et à l'étranger, on a la liberté totale de recommencer. Alors, je ne parle pas de recommencer, Khaled, de continuer. Oui, mais tu réarranges les choses autrement. Voilà. Je les élabore autrement. Parce qu'il n'y a pas de censeur. Alors que dans ta culture d'origine, tu as été entouré par des censures. Donc, puisque chaque culture, comme l'a dit l'autre, c'est la grâce et la pesanteur. Et la pesanteur, quand ça pèse plus sur la balance, et la grâce disparaît. Oui. Et l'autre pays, l'étranger, avec lequel tu renoues toujours, tu t'arranges toujours pour être à l'étranger en France même. Oui. Si j'ai bien compris. C'est ça, exactement. Venez vers moi à l'étranger. Voilà. Je ne peux pas toujours aller vers vous, venez vers moi. Et donc, il y a cette possibilité de bénéficier de la grâce d'une nouvelle culture sans en souffrir de la pesanteur. Parce que la pesanteur de la culture américaine t'était épargnée, tu n'es pas... Voilà, on est inattentif à ce que cette culture peut gérer comme... Du coup, on est libre comme un poisson dans l'eau. J'aime bien cette idée de pesanteur, parce que moi j'aime bien quand je parle de liberté, souvent je parle aussi de légèreté. Oui. Donc tu vois, finalement c'est un petit peu ça aussi. De l'insoutenable légèreté de l'être, comme disait l'autre. Oui. Et de l'insouciance. Oui. Et tous ces petits mots qui ont à voir avec un petit peu ce sentiment-là, oui. Le fardeau. Et de s'oublier aussi, du coup. Exactement. On est allégé de certains fardeaux. Oui. Et tu parlais de recommencer, moi je disais continuer, mais par contre il y a une élaboration quand même qui est possible, justement parce qu'il y a la distance, il y a tous ces airbags, et tu peux, pour moi ça me permet d'élaborer ou de réélaborer alors quelque chose. Oui. Parce que tu parlais de créativité, et c'est exactement ça. Parce que quand tu libères cette pesanteur, que tu deviens légère, tu peux créer. Exactement. Mais la légèreté en soi est une création. Je suis sans voix. Je suis sans voix. Je suis. Oui. On est là pour ça, Christelle. Bon, alors on va reprendre l'idée que tu crées cet étranger chez toi, en étant chez toi, en t'entourant de certaines relations, en prenant certaines initiatives. Oui. Maintenant, on va voir. Sinon, les gens vont dire c'est de la littérature. Et ils ne savent pas ce que c'est la littérature, hélas.
Mais il faut croire en la littérature. Ah oui, oui, on y croit. Et on va voir que la littérature s'incarne au quotidien, que les littéraires, fidèles à l'esprit de la littérature, à son essence, transforment la vie. Or, toi, t'arrêtes pas de transformer la vie en toi et autour de toi. Inlassablement. Et il faut pas te contrarier. Sinon, tu es malheureuse. Et il faut pas te rendre malheureuse. Alors, du coup... Donc, il faut transformer. Du coup, on te donne un coup de main. Donc, sur le terrain, il y a 3 choses que tu as menées très bien. Ton mémoire de linguistique, ton enseignement et ton engagement dans la vie associative. Mais je connais pas tout, mais au moins, c'est déjà pas mal. Hein? C'est déjà pas mal. Hein? Alors, le mémoire. Je voudrais l'esprit de la recherche. Quand j'ai découvert à la faculté à Damas, où j'ai étudié les terres françaises, qu'il y a un livre qui s'appelle L'Esprit des lois, je me suis libéré, mais vraiment, Christelle, d'une pesanteur incroyable. Je n'osais pas dire autour de moi, je déteste les lois. Je déteste les lois. Surtout, il y a une phrase qu'on nous donnait, si tu travailles, tu réussis. Le mot « si » me tuait. Oui. Le mot « si » me tuait. Je n'aimais pas. En arabe, on dit « ida ». Ah là là, ça me tuait. Je dis non, je veux autre chose. Je veux des cadeaux de la vie, pas simplement le fruit de ce que je fais. Bref, ça c'est un autre chapitre qu'on pourra envisager dans un autre entretien. Et donc, l'esprit des lois, je dis donc, les lois ont un esprit, ça y est. Et c'est Montesquieu, je dis à un bon musulman, paix à son âme, parce qu'il m'a beaucoup donné, rien qu'à travers le titre. Et donc toi, l'esprit de cette recherche, on veut goûter à l'esprit de ta recherche. Alors, je suis linguiste, c'est-à-dire que tout ce qui a à voir avec la langue, que ce soit la forme, parce que la langue, souvent on pense à la forme, mais c'est pas seulement ça, hein, ça va être, par exemple, on peut avoir de la sociolinguistique, on peut avoir de la psycholinguistique, et tout ce qui va être, ça permet une interdisciplinarité déjà, je trouve, la linguistique. À travers les autres activités que tu fais, parce que moi je voudrais, en tant que profane, je voudrais goûter au fruit de ta recherche, c'est-à-dire là, le cœur qui peut être partagé avec des non-spécialistes. Avec des non-spécialistes, oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu as découvert de beau qui te passionne dans ce mémoire et que vraiment ça te tient à cœur de le partager avec des non-spécialistes? Faites attention, regardez, il y a ça que j'ai découvert. Alors, justement, alors qu'est-ce que je pourrais vous dire? Peut-être que, oui, bien sûr, l'intercompréhension. C'est-à-dire que si ça commence à mordre. C'est vraiment ça, intéressant. Ce qui est intéressant, c'est l'intercompréhension. Parce que quand je dis est-ce que c'est conflictuel, est-ce que c'est pas conflictuel, c'est qu'est-ce qui va faire intercompréhension? Oui. Alors là, tu vois, c'est bien de partager avec les profanes, parce que ça me rappelle, quand j'enseignais le français comme langue étrangère ici en France, les stagiaires africains surtout, me faisaient découvrir des choses inouïes. Un Africain peut parler 4, 5, 6, 7 langues. C'est ça. Alors oui, langues parfois, et sans conflit. Alors comment est-ce que ces pays, enfin les tiers-mondes, on dit en voie de développement ou sous-développé, ou on peut le dire parfois d'une manière désagréable, comment se fait-il qu'ils soient plus civilisés que nous, qui nous prenons pour des êtres civilisés, alors qu'on n'arrête pas de semer la division, c'est ça. au nom d'idéaux critiquables. Mon Dieu. On est d'accord. Tu vois. Bon. Alors, si je peux me permettre sur ce point, alors il y a quelque chose qui est important, et c'est de reconnaître son propre répertoire linguistique. Justement, quand tu parles, quand tu dis, j'ai découvert que cette personne a 7 langues. Oui. Eh bien, c'est quand même, si on fait attention, si chacun d'entre nous fait attention au nombre de langues qu'il connaît, pas forcément de maîtriser chaque langue, mais qu'est-ce que j'ai à disposition comme langue dans mon répertoire? On va s'apercevoir qu'il y en a plus qu'on ne pense, et dans notre propre répertoire,
quelle est la langue que j'utilise, à quel moment, plus pour ça, tu vois. Et là, ça devient intéressant. Et si on a le même, déjà pour soi-même, parce qu'on finalement on prend conscience d'une certaine part d'altérité aussi et de diversité dans son propre répertoire, et on peut le reconnaître chez l'autre. Et si l'autre arrive à le reconnaître, se dire finalement voilà comment ça fonctionne, comment ça peut fonctionner entre nous, et franchement ça marche bien. Et ça fait appel à un véritable humanisme. Oui, bien sûr. Un sens de l'accueil, de l'hospitalité. D'ailleurs, les peuples qui se ferment sur leur culture, leur langue, régressent. Absolument. Et les peuples qui s'ouvrent avancent. Je donne un exemple. Nous avons un pays arabe dont les habitants pensent parler le meilleur arabe. Voilà, mais ça c'est une... Alors du coup, ils refusent. Ils font même semblant parfois de ne pas comprendre. Ils ne se comprennent pas. Les dialectes des voisins, alors que les voisins, je ne veux pas dire du bien de mon pays d'origine, mais vraiment, on est féru de comprendre tous les autres dialectes, de découvrir d'autres vocabulaires. C'est comme entre les Canadiens, les Québécois et les Français. Par exemple, le char, c'est la voiture là-bas. Et nous avons une richesse de dialectes, de lexique dialectal. Et mais c'est un bonheur chaque fois que l'on découvre un mot nouveau pour dire tomate ou pantoufle, je ne sais pas quoi. Et les autres, ils se recroquevillent sur leur acquis et ils disent on ne comprend pas. Voilà. Et ils veulent qu'on comprenne tous leur dialecte. Ils s'enferment, mais à vrai dire, ils régressent. Et on est bien d'accord, Khaled, et tu parles très bien d'intercompréhension. Parce qu'effectivement, quand je parle du serbe et du croate, ils se comprennent parfaitement. Ils font semblant de ne pas se comprendre. Là, quel malheur. Bon, alors maintenant, cela, tu le vis dans l'enseignement, dans ton rapport de professeur à tes élèves. Oui. Mais parce que vraiment, c'est l'intercompréhension que tu instaures entre toi et eux pour que tu puisses les motiver. Oui. Dis-nous comment. Alors, tu te fais un exemple concret? S'il te plaît, oui. S'il te plaît. D'abord l'école où tu enseignes à Bergerac. Alors, je suis professeur documentaliste dans un lycée professionnel à Bergerac. Un lycée, je précise toujours industriel parce que effectivement, ce sont justement des jeunes qui ont un parcours scolaire déjà difficile, cassé. Parce qu'ils arrivent dans une orientation qui est souvent pas choisie et qui n'a pas qui est dépréciée. Voilà, on va dire quand même comme ça les choses, et ils le ressentent comme ça. Donc déjà, il faut déjà entendre ça et le respecter. On va pas leur dire c'est merveilleux alors que eux voilà. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir offrir vraiment une chance pour eux de se découvrir quand même autrement ce qu'ils sont, parce qu'ils sont quelque chose. Ils ne sont pas rien, c'est pas parce qu'ils ne sont pas enseignement général ou qu'ils n'ont pas été ils ne sont pas arrivés par choix, mais ils sont quelque chose. Et à travers alors moi je vais bien sûr dans mon domaine ça va être la lecture, l'écriture, je dirais bien quand même sous toutes ses formes. Il faut quand même être assez aussi d'accord là-dessus. Mais ça peut être aussi, justement, tu vois, un premier projet quand j'accueille les élèves, au lieu de leur décrire comment sont placés les livres, on va se mettre ensemble autour d'une table et je vais justement leur parler de leur langue. Et moi, mes langues. Et pour moi, pourquoi j'aime parler des langues. Et eux, ils vont me parler de leur langue. Et on a fait comme ça tout un projet qui a duré quasiment toute une année autour de leur langue. Et on a affiché dans le CDI, on a fait une exposition autour de leur langue. Et finalement, on avait une diversité de langues que personne ne soupçonnait dans le lycée. Et ça leur a beaucoup plu, par exemple. Et donc, c'est quand même les reconnaître dans ce qu'ils sont. Et qui n'est pas une note en maths une dépréciation de la famille en leur disant t'es nul, t'as rien pu faire, t'es là. Ah non, j'ai quand même au moins ça. Et donc on va partir d'une petite chose comme ça. Et après eux aussi, donc je vais pouvoir m'autoriser à leur demander ce qu'ils aiment. Finalement, moi je leur ai dit, moi j'adore les langues, et vous, qu'est-ce que vous aimez? Donc ça, c'est aussi comme ça un dialogue, tu vois, une forme de dialogue sur ce qu'on est et comment
on peut avancer ensemble autour d'activités qu'on va choisir. Ça, c'est le fondement de la pédagogie. Oui. Même de toute relation au sein d'une famille, parents, enfants, amis, etc. C'est une formule valable pour toute relation. Je pense, et en respectant tous ceux qui sont là. J'aime bien, un jour, tu as parlé de présence. Et en fait, je crois que c'est ça. C'est qu'en fait, ils sont présents. Et c'est une présence. Tout le monde est présent. Le malheur en Europe a commencé au 19e siècle, lorsque, par exemple, quelqu'un, un orientaliste comme Arthur Gobineau, a écrit un livre de l'inégalité des races humaines. Et il les a classés. La tendance aussi existait en Allemagne, mais c'était terrible. Ça, c'était l'instrument idéologique qui servait le colonialisme. Et donc, les Indo-Européens, après eux, venaient les Sémites. Mais alors, quand tu as un auteur qui dit « Nous avons la philosophie », Ernest Renan, en parlant des Sémites, ils n'ont pas de philosophie. Nous avons la mythologie, ils n'ont pas de mythologie. Nous avons des arts, ils n'ont pas des arts. Tout cela, il le dit avant d'avoir découvert les cultures. Voilà. Et alors, quand tu dis à quelqu'un, j'ai ça, et tu n'as pas. C'est comme si je lui dis, je suis et tu n'es pas. Parce que l'avoir, on a défini l'être. C'est ça, exactement. C'est terrible. C'est terrible, mais à un niveau très très simple, j'ai un chien, t'as pas de chien, donc tu vaux moins que moi. Et alors, ça sape. Tu hiérarchises. Voilà, ça sape les relations. Tu hiérarchises, on hiérarchise très vite. Bon, on a beaucoup de choses à corriger, n'est-ce pas, dans ce monde que nous aimons. On est là pour ça. C'est pas parce qu'il y en a qui détruisent que nous allons haïr ce monde parce qu'il nous appartient. Oui, voilà. Il nous appartient à nous aussi. Alors du coup, maintenant, on va voir comment tu entretiens tes relations avec l'étranger, mais chez toi en France, de manière à te découvrir toujours autre auprès de ces étrangers ou dans cet étranger. Donc l'association Transit. L'association Transit, que l'on a fondée, on est 3 personnes à l'avoir fondée il y a 1 an, 2 ans. C'est assez récent. Disons que j'avais déjà envie, j'agissais dans l'accueil des réfugiés, mais par effectivement mon entrée qui est la linguistique, donc par l'enseignement du français langue étrangère. Et puis donc j'ai participé à mon premier collectif d'accueil sur une commune, une toute petite commune à côté de Bergerac. Il y a eu beaucoup d'initiatives quand même de prise autour de l'accueil des Syriens en particulier en France. Donc en fait, pas mal de petites communes se sont emparées du sujet et ont tenté des initiatives. Alors avec souvent le secteur associatif et en montant des collectifs. Des gens qui s'inscrivaient à la mairie pour participer, vraiment c'était un élan, pas comme ça, un élan, tu vois. Et j'ai participé pendant 1 an à ce collectif en donnant les cours de français, langue étrangère, et puis petit à petit, j'ai voulu créer ma propre association donc sur ma commune, Bergerac, en essayant de maintenir un cap vraiment où on pouvait partir sur l'idée d'émanciper les personnes, parce que je pense qu'il y a plusieurs niveaux dans l'accueil. Il y a 3 verbes comme ça, de degrés, où il y a d'abord secourir, accueillir et appartenir. Comme si c'était 3 niveaux qui s'articulent un peu dans des priorités, parce qu'au départ, secourir, il faut des soins, il faut venir en aide aux personnes. Après, on peut accueillir chez soi, l'hospitalité, c'est ça. Mais rester chez soi, c'est bien pour un temps. Mais appartenir à la France, au pays qui t'accueille. Ça, c'est encore, il faut arriver jusque-là. Il faut arriver jusque-là. Et je trouvais dans ce premier collectif, on restait, et c'est là où je dirais que l'émancipation arrive.
de accueillir à appartenir. Parce que tu ne t'accueilles, mais tu peux pas garder chez toi. Et à un moment donné, il y a cette émancipation qui doit se faire. Et c'est un mot que j'aime bien parce que je le retrouve dans l'éducation, et je le retrouve aussi dans cette association. C'est ce que je voulais insuffler aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils doivent voler de leurs propres ailes. Alors on appelle ça autonomie. Moi, j'aime bien appeler ça émancipation. Mais aussi appartenance. Mais appartenance, bien sûr, appartenance. Eh ben, j'ai travaillé avec des réfugiés, et il y a des membres de ma famille qui sont réfugiés en France, lors même qu'ils n'ont plus de soucis linguistiques, ou habitat, ou revenus mensuels, etc. Et il y en a qui s'ennuient à mort. Et moi, je leur dis, la solution, c'est le réseau relationnel. Voilà, il faut être dans un réseau. Et il n'y a que les associations qui puissent offrir. C'est vrai. Cette possibilité, même pas le travail parfois, parce que le travail, voilà, pour avoir de l'amitié, pour avoir de la reconnaissance, pour se donner aussi. Il n'y a que le tissu associatif. Alors je suis d'accord, c'est-à-dire qu'on arrive au point où il faut devenir un être social. Tout à fait. Hein, voilà. Tout à fait. C'est ça qui est parfois difficile. Et où la personne réfugiée qui a fait tout ce parcours de combattant, quand même, il faut le dire, et qui arrive et qui se sent en sécurité, a parfois du mal à passer cette étape, hein, de se dire, voilà, je deviens un être social. Et en France, particulièrement en France, avoir une place dans la société, ça veut dire quelque chose, ça a une signification. Qui n'est pas celle de son pays, ou qui n'est pas celle, voilà, parce qu'on peut avoir sa place dans une famille, trouver son existence, mais ça ne va pas suffire à devenir justement s'inscrire dans la société. Mais moi, je connais des amis franco-français qui souffrent de solitude parce aussi, que de la même manière. Ils n'ont pas su, ils savent pas créer ce réseau relationnel. Et donc donner d'eux-mêmes en dehors de gagner de l'argent et de consommer, ou de briller, ou d'acquérir je ne sais pas quoi. Les gens qui ne savent pas consacrer une part de leur vie à la gratuité sont malheureux. C'est ça. Ça, c'est sûr et certain. Et ce que tu dis me rappelle un couple mixte. Lui, il est français d'origine marocaine, elle est franco-française, lui, il est musulman, elle est chrétienne. Et dans cette rencontre, il a parlé sur ses débuts en France. Au Maroc, il était enseignant. Il arrive à Strasbourg, ouvrier d'un bâtiment. C'était pas grave. Mais il dit, je constate que je ne suis pas aimé. Et que personne ne vient vers moi. Alors j'ai réfléchi et je me suis dit, s'ils ne viennent pas vers moi, je vais vers eux. S'ils ne m'aiment pas, moi je les aime. Alors du coup, il a vraiment construit sa vie sur cette initiative qui est magnifique, qui est merveilleuse, et que moi je dis depuis à toute personne qui se sent exclue au sein de sa famille, ou à cause de son ethnie, ou de sa culture, ou de sa religion ou non-religion, de son athéisme, allez vers les autres. Pas tous les autres. Il y aura toujours quelqu'un qui accueille et qui souhaite partager. Oui, c'est vrai que moi je vois très bien la différence entre des personnes qui ont, qui peut-être au début par peur, je veux bien comprendre, mais qui vont effectivement un petit peu s'isoler. Et ce n'est pas aussi finalement, comme tu le dis, une question d'être français ou de pas être français ou d'être d'origine quelle qu'elle soit ou d'être arrivé en France par plein de façons différentes. C'est vraiment ça, c'est-à-dire trouver en soi la capacité d'aller vers l'autre et de se dire que ça peut me faire du bien. Ah oui, ça peut me faire du bien d'aller trouver l'autre. C'est pas toujours facile, même pour nous. Et d'ailleurs de continuer dans ce fil, parce que parfois on peut dire ça me suffit, j'essayais, j'ai fait. Mais non, je regoute encore à quelqu'un d'autre. Tout à fait. Ensemble, pour renouer avec le début de notre entretien, ce voyage vers l'étranger, on est sûr de rien, mais on le fait.
Et après, On curieusement, n'est sûr de rien, c'est un peu l'inconnu. curieusement, on trouve ce qu'on Ouais. cherche, alors que ce soit aller vers un pays ou vers des personnes. Oui. Et donc, moi, ce que je souhaite, on t'a invité pour le plaisir de t'inviter, évidemment, mais le message qui se dégage de notre partage, c'est vraiment ayez le courage d'aller vers 3 points. Vers l'inconnu, vers l'invisible, vers l'étranger, vers l'insolite, vers des surprises qui vous attendent. On va appeler ça optimisme, mais tant pis, hein, c'est pas de l'optimisme, c'est du réalisme pur. La preuve, c'est que tu es là. Exactement, on en est là. Enfin, une sorte de. Vous avez besoin d'une preuve, nous sommes là. Et malgré la douleur que tu as évoquée au début, Oui. et ben cette douleur s'est transformée en joie. Oui. Et ça se voit. Oui. En joie profonde. En rire, franc. En rire, c'est ça. Eh bien, Christelle, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Mais Je te vraiment, serre la main en guise oui, de remerciement. je la garde un peu. Et ben Parce voilà, qu'elle me fait du garde-la, et moi aussi. Et merci infiniment. Oui, merci beaucoup. Et bonne continuation. Voilà, merci beaucoup. Et j'espère que nos chemins se croiseront Oh oui. bientôt. À propos, est-ce que tu as été dans le pays de ton amie Ruslan au Maroc ou pas encore? Non, mais j'ai reçu une invitation cet après-midi. Elle l'a fait? Oui, elle m'invite. Extraordinaire. Elle m'invite. Donc vous nous enverrez une carte postale de Non, là-bas. parce que vous allez venir avec nous. Ah bon, très bien, très bien. Et les membres de l'équipe aussi, Hajar et Melraïf. Tout le monde est bienvenu. Et Je aussi, parle au nom de Rizlan maintenant. Tu vois Ouais. Moi j'ai vite fait de devenir l'autre. Je n'ai aucun problème. et Khawla aussi de venir, C'était même si évident. elle est algérienne. Oh là, écoute, moi je ne vois aucun problème dans ces. Les valises sont larges et je pense qu'elles vont même en porter une partie. C'est parfait, c'est parfait. Ouais, je pense Alors. qu'elles peuvent porter des valises. Merci Christelle.